À la fin de mon parcours académique, se pose un choix, alors j'ai envie de dire cornélien, mais pas tant que ça, entre un CDI en Transaction Services chez un big et un stage à la Banque Otingre en M&A. Et donc j'ai choisi, vous en doutez, l'option du stage et me voilà 15 ans après, quasiment, associé de cette belle maison. Nous, on a des personnes des fois qui nous expliquent que depuis la maternelle, ils veulent faire du M&A. C'est pas ce qu'on recherche. Faut pas trop calculer. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Xavier Maître. Bonjour. Xavier, je suis ravi de vous accueillir ici au Village by CA, l'accélérateur de start-up du crédit agricole, dans lequel nous sommes incubés avec Training You depuis plusieurs années. Xavier, vous êtes partenaire au sein de la banque Otingre. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You. Et la première question du podcast est toujours très générale. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Ouais, alors avec plaisir. Et donc parcours assez classique, parcours académique qui commence par une classe prépa, école de commerce, donc SCP. Parcours européen, je crois qu'il n'existe plus maintenant, mais avec une première année à Londres, une deuxième à Madrid et puis la dernière à Paris. Et au cours de ces études, une carrière qui s'oriente plutôt finance de marché. Au début, et je pense que l'année londonienne n'y est pas étrangère puisque c'est pas mal d'émulation autour de ces activités et puis une première expérience coincée entre l'affaire Kerviel et la chute de Lehman Brothers qui ont pas mal changé qui ont pas mal changé mes plans et ma vision des choses et mon envie en fait finalement de toujours dans le métier du chiffre mais de me diriger plutôt vers le corporate finance et je raccroche les wagons en enchaînant une expérience d'audit chez Price, une autre expérience en analyse financière chez Secafi Alpha et puis à la fin de mon parcours académique se pose un choix, alors j'ai envie de dire cornélien mais pas tant que ça, entre un CDI en Transaction Services chez un big et un stage à la Banque Otingre en M&A, voilà. Et donc j'ai choisi, vous en doutez, l'option du stage et me voilà 15 ans après, quasiment, associé de cette belle maison, voilà. Xavier, on va couvrir 3 grandes thématiques dans ce podcast. La première, c'est votre expérience personnelle comme banquier d'affaires. La seconde, ce sera évidemment la banque Otingre. Et la troisième, ce sera le recrutement en M&A, mais plus spécifiquement aussi au sein de la banque Otingre. Je démarre avec la première thématique, votre expérience comme banquier d'affaires. Et une première question, quand avez-vous découvert l'univers de la finance et qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans le domaine de la banque d'affaires? J'ai un peu commencé à effleurer le sujet pendant cette intro et je pense que mon environnement, quand j'arrive en école de commerce, j'aime bien les métiers du chiffre, mais j'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire. Ce côté finance de marché, c'est vrai que l'environnement londonien joue beaucoup. Je suis dans une classe très internationale avec beaucoup de camarades allemands qui sont aussi très orientés dans cette voie, donc ça me fait réfléchir et c'est ça qui attise ma curiosité. Et après, quand je commence à m'enseigner et à creuser, c'est le côté pluridisciplinaire de la profession, c'est-à-dire qu'on fait pas finalement que du chiffre, on a aussi une dimension stratégique, il y a du juridique, il y a du fiscal, il y a du patrimonial, et il y a toute une dimension aussi relationnelle, et c'est ce qui me manquait d'ailleurs, ce qui a motivé mon choix un peu de switcher vers finance de marché vers corporate, de dire finalement de rencontrer des vrais gens aussi qui travaillent, qui sont des entrepreneurs, qui sont à la tête de groupes, c'est aussi ce qui pour moi était important. Voilà. Et donc
ça se fait petit à petit et au gré des rencontres et des expériences. Alors finance, corporate finance, banque d'affaires, vous intégrez la Banque au Tingre au grade d'analyste et vous y êtes aujourd'hui partner. Ouais. Quels ont été les moments clés de votre parcours? Alors j'insiste, je suis arrivé en tant que stagiaire, mais parce que c'est important et c'est le début de l'histoire. En fait, je suis arrivé et j'ai envie de dire j'ai eu de la chance, il en faut. Je suis arrivé aussi à un moment où l'activité corporate finance de la Banque au Tingre était en plein développement, en pleine phase de structuration et j'étais leur premier stagiaire. C'était une équipe de à l'époque, je dirais une douzaine de personnes, donc c'était une petite équipe. Aujourd'hui, la Banque au Tingre, côté corporate, c'est plus de 40 personnes, donc ça a bien grossi en 15 ans. Et finalement, j'ai un peu suivi le mouvement. Il n'y a pas d'étape marquante. Alors, je reviendrai après sur mon parcours lyonnais spécifique, mais il y a pas de grandes étapes. J'ai suivi ma progression. Elle a été assez continue et dans le sillage du développement de la maison. J'ai eu la chance d'être là au bon moment et avec une équipe qui était très senior et pas de plafond de verre. Et c'est aussi ce qui a fait que je suis jamais. Les gens me demandent toujours pourquoi. Enfin, je fais un peu partie des ovnis de ce métier qui n'ont jamais bougé, mais c'est aussi pour cette raison. Au-delà de toutes les qualités de la maison, c'est que j'avais pas de plafond de verre ou de questions à me poser sur ces aspects-là. Et le métier évolue à chaque grade. Ouais. Aujourd'hui, en tant que partenaire, quelles sont vos principales responsabilités au quotidien? C'est assez standard, c'est à la fois de l'origination, donc du développement commercial et aller chercher des nouveaux dossiers, de l'exécution, et on y reviendra je pense probablement, mais c'est une des marques de fabrique de notre maison, c'est qu'on a, nous associés sommes très investis dans l'exécution des dossiers, et puis le dernier aspect qui est plus managérial, où je suis impliqué dans des sujets de gestion, des projets transversaux. Par exemple, j'ai en charge toute la partie formation interne, programme de formation interne des équipes. Voilà, ça fait partie des sujets transversaux dont on nous demande, nous associés, de nous occuper. Qu'est-ce qui vous motive encore, Xavier, aujourd'hui dans votre métier? Alors, j'ai 38 ans. Heureusement, je suis encore motivé par mon métier. Plein de choses. Enfin, je suis récent associé, ça fait 2 ans que je suis associé, donc je découvre encore cette fonction-là et j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y a mon aventure lyonnaise que j'ai lancée fin 2018 et qui se porte bien, et encore plein de choses à faire. Et puis des équipes à faire grandir. Donc non, la motivation elle est évidente, elle est toujours là. Enfin, c'est tous ces aspects-là et non, je suis pas encore blasé de mon métier. Avec le recul, Xavier, que recherche un client quand il fait appel à une banque d'affaires comme la Banque au Tingre? Peut-être 3 choses. La première, c'est, je pense qu'on a cette image qu'on a beaucoup travaillé d'être en capacité de faire du sur-mesure. On a un accompagnement qui est vraiment très ciblé, avec une qualité d'exécution qu'on veut. La marque au Tingre, elle est présente, mais on la travaille au quotidien et c'est par cette qualité d'exécution qu'on y arrive. Et on va sur des dossiers qui sont peut-être un peu moins ultra processés. Voilà, je vais pas utiliser. Enfin, j'utilise le terme de mouton à 5 pattes, mais c'est un peu ça aussi. C'est le premier point. Le deuxième que je mettrai en avant, et c'est important dans nos métiers, c'est la confidentialité et la discrétion. Notre cœur de cible et de clients qu'on accompagne sont des chefs d'entreprise, des groupes familiaux, des entrepreneurs et pour eux, enfin voilà, qui mettent entre nos mains un peu leur bébé. Cette confidentialité et ce respect, il est très important et c'est aussi notre ADN. On est très discret. Alors ça peut parfois nous jouer des tours parce que on est peut-être moins visible que d'autres, mais voilà, c'est notre positionnement et on l'assume. Et puis troisièmement, je dirais qu'on a on essaie de développer un conseil de conviction, et ça peut
parfois nous faire rater des opportunités, mais on essaye de créer des relations de long terme avec nos clients. Et donc, si on pense que notre client ou notre prospect, il va pas dans la bonne direction, il va faire une erreur potentiellement, on lui dit, on n'a pas de problème à lui dire. Des fois, il nous écoute, souvent il nous écoute, et c'est comme ça que naît une relation. Des fois, il nous écoute pas, et tant pis, mais au moins on est, voilà, on a cette vision des choses et on s'y tient. Alors, vous avez déjà posé quelques briques, mais j'ouvre maintenant la deuxième thématique du podcast consacrée à la banque Ottingre, créée en 1786, il y a donc plus de 200 ans maintenant, par Hans Conrad Ottinger. Et la banque Ottinger est une banque indépendante, contrôlée par la famille Ottinger depuis maintenant 7 générations, et présente dans 3 métiers. Le premier, c'est la banque privée, le second, c'est l'asset management, et le troisième, la banque d'affaires. Pouvez-vous présenter en quelques mots la banque Ottingre? Ouais, je vais essayer. C'est en quelques mots, c'est le challenge, mais ouais, c'est donc une institution qui est plus que bicentenaire et qui pour autant se définit comme une banque d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Voilà, on n'a pas cette vision un peu monolithique de ces 200 ans d'histoire. Au contraire, la banque Ottingre telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a été façonnée par des entrepreneurs et par des décisions, même encore récemment, qui font son ADN aujourd'hui. Quand Jean-Philippe Ottingre, à la fin des années 80, prend quelque part son indépendance du reste de sa famille pour fonder à nouveau la banque Ottingre telle qu'elle existe aujourd'hui, et en repartant de zéro, c'est un acte entrepreneurial assez fou, assez génial. Quand moi j'ouvre la partie corporate finance en 2018 à Lyon, donc je pars de Paris et qu'on me fait cette confiance-là, c'est aussi assez génial. Et donc c'est vraiment encore une fois dans notre ADN, on est des entrepreneurs et on accompagne des entrepreneurs. Donc on se concentre vraiment sur des groupes familiaux, ce que je disais, des groupes industriels, des entrepreneurs, des équipes de management, avec l'idée de leur apporter un accompagnement le plus complet possible. Donc vous avez cité les 3 métiers, et donc on essaye le plus possible en synergie de faire fonctionner ces métiers et d'apporter autant de solutions à nos clients. Si on se concentre maintenant sur le corporate finance, on a aussi pas mal de cordes à notre arc, avec une activité, si je prends un peu dans la chronologie de maturité d'une entreprise, une activité de levée de fonds, une activité d'accompagnement du dirigeant des actionnaires dans leur évolution capitalistique, donc ouverture de capital ou cession adossement, majoritaire, minoritaire, de manière assez classique. On a une activité de debt advisory qu'on a développée depuis 2009 sur des sujets de financement à la fois standalone ou liés à des opérations M&A. Et puis enfin, pour clore le panorama, on a le statut de banque. Et donc, au-delà du sérieux que ça peut nous donner et de la crédibilité que ça nous donne, ça nous permet aussi d'avoir des agréments qui nous permettent de mener des opérations assez complexes sur les marchés financiers de type OPA, IPO, et récemment, on en a accompagné un certain nombre. Voilà. Alors sur la partie banque d'affaires, donc corporate finance, vous l'avez mentionné, vous avez 3 activités. Premièrement, le conseil en actionnariat, deuxièmement, le conseil en financement, en equity, en dette, et troisièmement, le conseil stratégique, où là, on peut mettre les acquisitions, cessions, fusions, etc. Pouvez-vous décrire ces différentes activités et donner un exemple d'opération récente pour chacune? Alors, je souscris à votre découpage. La partie fusion-acquisition, je la rangerais presque dans la première catégorie, c'est-à-dire que l'accompagnement actionnarial, il peut aller jusqu'à la cession, et c'est-à-dire que nous, notre rôle, ça va être d'accompagner les actionnaires dans une situation soit de transmission générationnelle, soit de besoin de capitaux pour se développer, de leur ramener la
la meilleure solution. Voilà. Donc ça passe, comme je l'ai dit, par des ouvertures de capital minoritaires, majoritaires, ou par des cessions complètes industrielles. Voilà. Typiquement, et alors je vais prêcher pour ma paroisse à Lyon. En début d'année, on a accompagné une très belle entreprise qui sont les pianos de cuisson Lacanche, qui a été cédé au groupe Seb. Voilà. Donc typiquement, voilà, pareil, entreprise qui est complètement dans notre ADN, entreprise familiale depuis plusieurs générations, et qui à un moment donné passe la main, pas de repreneur identifié, et donc on est assez pertinent dans ce genre de situation. Donc ensuite, sur le sujet du conseil en financement, on a deux aspects. À la fois l'aspect plutôt bas de bilan, on va aller accompagner des entreprises et des emprunteurs, soit dans la mise en place de crédits syndiqués ou des intermédiaires, mezzanine, obligataire, EuroPP, Schuldschein, que ce soit en standalone ou dans le cadre d'opérations M&A pour financer une acquisition, par exemple. On a, par exemple, la fin d'année dernière, fait un refinancement pour Alvest de plus de 300 millions. Et puis l'autre composante de ce segment, c'est le conseil en levée de fonds, donc animé par Adrien Choquet, où on va aller accompagner à partir de la série A des entreprises start-up, fintech, tech, dans leur levée tout simplement. Et voilà, Adrien a pas mal d'opérations à son actif depuis son arrivée, et une des dernières qu'on peut citer qui est une belle levée de fonds pour Cashbee de 6 millions d'euros. Le dernier volet, qui est l'accompagnement qu'on appelle un peu stratégique. Là, c'est un accompagnement qu'on offre plutôt auprès de clients qu'on accompagne depuis plusieurs années, où on va réfléchir avec eux à leur développement sur certaines verticales, sur certains secteurs, et on va les accompagner à l'achat bien souvent. Et à l'inverse, quand ils souhaitent se désengager d'activités moins stratégiques, on va les aider à céder. Et un exemple assez, je pense assez parlant, c'est tout le travail qu'on fait depuis une bonne quinzaine d'années, je pense même plus que ça, avec la coopérative agricole Agrial, où on les accompagne dans tout leur développement dans le secteur des salaisons, charcuterie, etc. Et puis à l'inverse, ils ont quelques actifs industriels qui sont moins stratégiques. On a cédé récemment pour eux leur activité fromage aux États-Unis. On les a accompagnés sur cette opération. Voilà, donc c'est un peu plus du pointillisme et c'est de l'accompagnement long terme, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans notre relation avec nos clients. La complémentarité entre ces activités, elle est assez évidente quand vous en parlez, Xavier, avec les deux autres métiers de la Banque au Tingre, banque privée et asset management. En quoi la banque d'affaires est-elle aussi complémentaire? Autrement dit, existe-t-il des synergies entre la banque d'affaires et ces deux autres métiers? Alors des synergies, oui, avec la partie banque privée. Là, avec la partie asset management, c'est moins évident, c'est plus un support à la banque privée. Mais sur la partie banque privée, la synergie, elle est à 3 niveaux. En amont, encore une fois, on accompagne des dirigeants, on accompagne des entrepreneurs qui sont pas toujours structurés patrimonialement. Et donc avant de faire une opération, il faut toujours se poser la question de est-ce qu'on a bien anticipé les choses. Et on a une équipe d'ingénieurs patrimoniaux au sein de la banque qui nous aide, qui est en support sur ces opérations. Pendant l'opération, la banque privée intervient aussi sur des aspects par exemple de contre-garantie de gap, de financement bridge relais très court. Voilà, donc ça peut être un facilitateur pendant une transaction, et puis après, voilà, de manière beaucoup plus évidente, une fois que l'opération est débouclée, qu'il y a des produits de cession, on essaye d'accompagner nos clients sur l'utilisation, les placements de ces produits de cession. Voilà, donc la synergie, elle est à 3 niveaux, et ça a toujours été le modèle de faire marcher les deux jambes ensemble. Voilà, avec l'asset management, c'est un complément à la banque privée. Avec le corporate, il y a moins de liens directs. Xavier, j'ai mentionné Hans Conrad Oettinger et je parle aussi de la Banque au Tingre. Les étudiants, ils sont parfois un peu perdus entre les deux prononciations. Comment il faut dire?
Pas que les étudiants, certains de nos clients aussi nous posent souvent la question. Donc, alors soyez rassurés, les deux se disent. Oettinger correspond à la prononciation suisse, d'où est originaire la famille, et la prononciation française, avec une graphie un peu différente d'ailleurs, est Oettinger. Voilà. Donc en France, plutôt dire Oettinger, mais les deux se comprennent très bien. La banque Oettinger est encore contrôlée par la famille. Comment se passent les relations entre le management de la banque et la famille actionnaire? Alors, j'aime à penser qu'elle se passe très bien. Et nous, on est redevable de la confiance que nous accorde la famille. On représente la famille, on représente ses valeurs. Donc, on a une vraie mission en ce sens, de faire perdurer le nom et la réputation de la maison, et de manière aussi plus concrète et pratique. Une partie du management, que ce soit en corporate ou en banque privée, est actionnaire de la banque, et c'est aussi une façon de nous associer. Et quand je parlais de banque d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, on est aussi, nous, on sait de quoi on parle, puisqu'on est nous-mêmes exposés dans ce type de problématique. Depuis 2018, vous dirigez l'activité corporate finance du bureau lyonnais de la banque Oettinger. Vous l'avez mentionné. En effet, la banque Oettinger représente à la fois à Paris et en région, à Lyon et Lille. En quoi c'est important aujourd'hui pour une banque d'affaires d'avoir cette couverture régionale? C'est important. Alors déjà, alors je co-dirige le bureau lyonnais puisque j'ai un associé depuis 2023 qui m'a rejoint, et c'est aussi ce qui a permis d'accélérer notre développement local, hein, puisqu'à Lyon on est maintenant 10 personnes, ce qui est une belle taille d'équipe, et je fais ce préambule pour dire que notre volonté a toujours été d'avoir une équipe d'exécution en local, pas simplement une équipe d'origination qui va chercher des dossiers puis qui remonte à Paris. On est très attachés, et nos clients le sont aussi, à la proximité avec les équipes. Encore une fois, je l'ai dit, on est très impliqués dans l'exécution, et quand on a besoin d'être, quand il y a des moments un peu charnières, faut qu'on soit là présent au quotidien, et c'est important. Donc pour nous, de ce point de vue, une présence locale a du sens. Ensuite, il y a, on va dire, une nécessité d'intégrer des réseaux de décideurs locaux, et ça, en fait, en démultipliant les points de contact et les points d'entrée, forcément, on laboure un peu plus intelligemment les dossiers et le tissu économique, et cette présence permanente lyonnaise ou lilloise le permettent. Et un troisième point à mettre en avant, qui est le tissu économique local, qui foisonne beaucoup à Lyon d'entreprises familiales avec des problématiques de transmission générationnelle, et notre offre, elle est de fait assez pertinente dans cet écosystème-là. Donc voilà, on n'a pas vocation je pense, à ouvrir des bureaux partout en France, mais là où l'écosystème s'y prête bien, et c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Lille, en tout cas, on se lance dans cette aventure-là. En 2022, vous avez recruté un nouvel associé, et vous l'avez mentionné aussi, pour couvrir le secteur de la tech et les levées de fonds en série A et les autres séries, en particulier pour couvrir les fintech et le Web3. Est-ce un pari réussi? Et plus globalement, quels sont les axes de développement de la banque Oettinger dans les prochaines années? Alors, le recrutement est assez récent, donc dire que c'est un pari réussi, c'est peut-être un peu tôt. En tout cas, pour l'instant, on est très content de la façon dont se passent les choses. Et l'idée derrière, c'était de se dire, encore une fois, on a l'envie d'accompagner, d'avoir l'accompagnement le plus large possible des entreprises clientes, et finalement de commencer à la série A, c'est aussi mettre un peu un pied dans la porte d'entreprises qui demain ont vocation à être des entreprises matures et qu'on pourra aider différemment. Donc on était vraiment preneur de trouver une solution pour ajouter ce service-là, et Adrien fait ça très bien pour l'instant, dans un contexte pas évident, parce que le marché de la levée, c'est quand même, la fenêtre c'est un peu refermé, mais avec une double compétence M&A qui fait qu'on est quand même capable, encore une fois, d'accompagner nos clients
de pas les laisser tomber si la solution, le plan A marche pas. Voilà, on reste au contact et on trouve toujours une solution. Et donc pour l'instant, oui, le pari est réussi parce qu'il y a déjà beaucoup d'opérations qui ont été accompagnées. Ce qu'on ne mesure pas encore, c'est la capacité à faire du repeat business demain, qui est aussi le plan. Et ça, c'est par nature trop tôt pour le dire, mais on est très confiant et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Et donc sur les autres, pour la deuxième partie de vos questions, les autres axes de développement, il y a pas de grande originalité. On a intégré une nouvelle équipe, enfin 2 nouveaux associés en complément d'Adrien dans l'activité FIG, donc conseil aux institutions financières. Donc c'est un axe de développement. Et de manière générale, notre souhait, c'est de rester, on va dire, pour pas dire des généralistes, des multispécialistes et d'aller travailler des verticales, comme on a pu le faire sur l'agroalimentaire, sur la santé, de le faire en transport et logistique, de le faire en institution financière, je viens d'en parler. Et donc, voilà, c'est plus l'idée d'aller quadriller des verticales sectorielles et d'aller travailler avec l'arrivée de nouveaux associés, voilà, et le développement interne. Et puis, bien sûr, il y a toujours le développement des bureaux lyonnais et lillois qui sont encore récents quand on met en perspective avec le reste de l'histoire de la maison. Quelle est la valeur moyenne des opérations sur lesquelles vous intervenez aujourd'hui ? Alors, c'est très dur de répondre en valeur moyenne parce que on raisonne vraiment au cas par cas. Et une des spécificités que j'aurais pu mentionner, c'est qu'on est capable de faire entre guillemets du très petit et du très gros, c'est-à-dire commencer sur des levées de fonds. Alors série A, on va rarement descendre en dessous de 5-10 millions d'euros, et en valeur de transaction sur du M&A classique, on va commencer de la même manière autour de 15-20 millions, pour aller chercher des valeurs au-delà du milliard, voire plusieurs milliards. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on se place pas dans une logique de volume. Chaque dossier qu'on prend, on le prend pour une bonne raison, parce que il y a une logique banque privée, parce qu'il y a une logique de verticale qu'on connaît bien, parce que c'est dans le cadre d'une relation de long terme existante avec un client. Et donc quand on prend un dossier, qu'il soit au-delà du milliard ou qu'il soit à 20, 30, 40 millions, on va mettre la même qualité d'exécution et la même implication. Voilà, il n'y a pas de petits dossiers chez nous. Donc la question, elle est assez, enfin voilà, on peut pas moyenniser. Pour nous, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Mais effectivement, on a un spectre d'intervention, qui est très large. J'ouvre maintenant la troisième thématique de ce podcast consacré au recrutement, une thématique qui intéresse évidemment beaucoup notre audience. La Banque Tingres reçoit chaque année de nombreuses candidatures, à la fois pour des stages et pour des CDI. Qu'est-ce que vous recherchez, Xavier, chez les candidats ? Alors, on cherche bien sûr des têtes bien faites. J'enfonce les portes ouvertes, mais voilà, il y a bien sûr un bagage technique qui doit être là, et aussi une exigence envers soi-même du travail bien fait. C'est voilà, en lien avec la qualité qu'on veut mettre dans nos prestations. Mais au-delà de ça, qui est assez évident, on cherche aussi des personnalités. Des personnes qui savent être débrouillardes. Chez nous, le grade n'enferme pas dans un rôle précis. Voilà, on peut travailler, être amené, même en tant que jeune analyste, à travailler en binôme avec un associé directement. Et nécessairement, il y a une exposition qui est plus large que le simple rôle d'analyste. Donc, il faut avoir cette capacité de prise de hauteur, de prise d'initiative et de débrouillardise. Et puis après, on est très attaché aux valeurs, à la personnalité, et donc il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs, d'esprit d'équipe, de loyauté, de bienveillance. La Banque Tingres est une maison qui a toujours développé beaucoup de bienveillance auprès de ses équipes. On fait un métier qui est pas facile, avec beaucoup de pression et de tension. Si on trouve au sein de l'équipe cette bienveillance, on va dire que ça rend le quotidien un peu plus facile. Et donc on est vraiment très attaché à ça. Comment se déroule le process de recrutement chez la Banque Tingres, et si c'est différent à la fois pour des stages et pour des CDI ?
C'est assez similaire. Alors bien sûr, pour des CDI, il y aura un peu plus de tours d'entretien et non pas pour ajouter de la difficulté, mais parce que la décision est plus engageante et encore une fois, on est dans une équipe et il faut qu'il y ait une forme de consensus dans le choix du candidat. Mais classiquement, il y a une première étape de test technique pour tester à la fois l'aisance et la culture financière. C'est important dans nos métiers. Donc voilà, il y a un premier filtre assez binaire qui se passe, mais qui est assez incontournable. Et puis après, des entretiens de personnalité avec un certain nombre de l'équipe. Je reviens sur le sujet technique. Il y a quand même une partie qu'on fait. Alors il y a une partie écrite, il y a une partie qu'on fait en live. Et c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est que même si on a forcément des candidats pour lesquels ça se passe pas bien ou pas très bien, on est là aussi dans la bienveillance, c'est qu'on va toujours prendre le temps d'expliquer à nos candidats là où ils se sont trompés et d'essayer aussi de leur donner une chance s'ils n'ont pas trouvé la réponse tout de suite, d'y aller par d'autres voies et c'est aussi une façon à la fois pour nous de voir si la personne est débrouillarde, c'est ce que je disais, et aussi de se dire que la personne qui est venue chez nous, elle a pas complètement perdu son temps. Elle passera pas au tour suivant, mais peut-être que pour l'entretien d'après, elle aura des choses en tête bien et elle sera plus performante. En tout cas, c'est aussi notre objectif. Quels sont les 3 éléments principaux que vous regardez chez un candidat pendant l'entretien ? J'ai un peu traité ces points. Je pense que c'est ça va beaucoup tourner autour des valeurs et de la capacité, encore une fois, à sortir des sentiers battus, pas se laisser déstabiliser. C'est-à-dire qu'on peut on a le droit de se tromper, on peut ne pas avoir la réponse, mais si on montre que par le raisonnement, on ferait comme ci ou comme ça, et qu'on a une structuration de pensée, c'est pour nous c'est très positif parce qu'après la technique, on n'envoie pas des fusées sur Mars non plus, donc ça s'apprend, ça se rattrape, et si la personne a cette capacité de réflexion et de prise de recul, c'est pour nous très important. J'ai parlé des valeurs et peut-être un dernier point, parce qu'on y est très attaché, l'intérêt au-delà du métier dans la vie, d'avoir des passions, d'avoir des centres d'intérêt, c'est bien. Nous, on a des personnes des fois qui nous expliquent que depuis la maternelle, ils veulent faire du M&A. C'est pas ce qu'on recherche. Voilà, on a besoin d'avoir des gens qui sont équilibrés dans leur vie, parce que des gens qui sont équilibrés dans leur vie sont plus performants au travail, et donc voilà, on cherche aussi des personnes qui n'ont pas que le boulot dans leur vie. Alors justement, le boulot, parlons-en. Une fois recruté, qu'est-ce que vous attendez chez vos jeunes collaborateurs et plus globalement, comment on peut passer les grades et progresser au sein d'Amaco Tingres ? Alors, je reviens toujours à la partie personnalité. Il y a capacité d'intégration dans l'équipe, ça c'est très important, et ça passe par de l'humilité et se reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on a beaucoup de choses à apprendre de nos supérieurs, et donc ça c'est important. Après, c'est effectivement de l'engagement. On est dans un métier qui en demande beaucoup, et puis c'est vraiment le dernier point que je mettrais en avant, c'est de se poser les bonnes questions quand on reçoit une tâche, quand on reçoit une mission, de se poser la question pourquoi on nous l'a demandé, et encore une fois, ça illustre le propos de l'entretien. Moi, j'ai pas de problème à ce que un junior vienne me dire, tiens. Ce truc, je le ferais bien comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Et en fait, c'est prendre important. Un peu de recul sur la mission et se dire qu'il y a pas qu'une voie toute tracée, et on cherche pas que des bons petits soldats. Voilà. Donc c'est montrer, et c'est aussi comme ça que les éléments chez nous vont progresser et plus ou moins rapidement. C'est cette capacité aussi à profiter sur des missions qui sont staffées un peu différemment, de se dire en fait c'est une opportunité pour moi, je suis hors de ma zone de confort, c'est un peu un tarte à la crème, mais c'est la réalité. Je suis hors de ma zone de confort et je saisis la perche pour aller un peu au-delà de mon rôle. Alors, on laisse jamais les gens tout seuls dans la nature, mais d'aller chercher un peu au-delà de son propre grade et d'être curieux en fait.
Voilà. Et cette curiosité, c'est ce qui fait progresser et ce qui peut accélérer une progression chez nous. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant ou un jeune diplômé qui aspire à rejoindre une banque d'affaires aussi prestigieuse que la Banque Autingre? Encore une fois, je reviens pas sur les aspects techniques qu'il faut maîtriser, qu'il faut bien travailler, il faut s'intéresser à la maison. On est là pour ça. Voilà, absolument. Il faut s'intéresser à notre histoire parce qu'on y est très attaché, elle fait partie de notre ADN et donc, je veux pas dire qu'on aime bien que les gens parlent de nous, mais montrer que vous êtes intéressé à notre maison et à notre histoire, c'est aussi important, sans faire un cours magistral. Et après, voilà, soyez sincères dans votre approche et dans votre discours et voilà. Et après, ça marche pas, mais... Xavier, on arrive doucement à la fin de ce podcast, mais il reste encore une partie, c'est le traditionnel quiz du Career Insight, dont je rappelle rapidement les règles. Ouais. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Très bien. Si on doit définir la Banque Autingre en un mot, cela serait lequel? Esprit de famille. La plus grande qualité d'un banquier d'affaires? Je dirais l'empathie ou l'intelligence situationnelle. Votre meilleur souvenir professionnel? J'en ai pas, en fait, le métier est... Je fais pas une réponse courte là, mais le métier est jalonné de bons moments et de mauvais moments, et le message c'est de pas perdre espoir quand on est au creux, parce qu'il y aura des jours meilleurs, et à l'inverse de rester humble quand on est sur des bonnes dynamiques, parce qu'on sait que l'histoire peut changer. Le plus beau deal que vous avez réalisé? Je sais pas si c'est le plus beau, mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui de Seaport. Donc c'est mon premier deal lyonnais, parce que c'est le premier deal lyonnais et qui coche beaucoup de cases de notre accompagnement, sujet LBO primaire, familial, etc. Donc il a une vraie valeur presque sentimentale pour moi. Le deal le plus difficile sur lequel vous avez travaillé? Cette année, le groupe Neret, qui a été cédé à l'italien Groupac, extrêmement technique et business model tellement atypique que quasiment incompatible avec un process M&A. Voilà. Mais on y est arrivé et on en est très fiers. Le client qui vous a le plus impressionné? Je dirais Alvest. J'ai été impliqué, donc ex-TLD, j'ai été impliqué sur plusieurs des LBO successifs, et j'ai rarement vu une telle progression quasiment organique de résultats, et tout ça mené par une équipe de management assez exceptionnelle. Voilà. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? L'anecdote, c'est que j'ai appris sur le tard, quand j'ai décroché mon stage à la Banque Autingre, que je n'étais pas le premier choix. et j'aime bien, j'aime bien cette anecdote. Alors au début, quand je l'ai appris, j'ai été assez vexé. Et en fait, pour moi, il y a deux messages. Le premier, c'est que la maison a eu la bienveillance de pas me le dire pour me préserver. Et la deuxième, c'est que le message derrière ça, c'est qu'il faut pas trop calculer. En fait, il faut aussi laisser faire confiance un peu à la chance, à son instinct, et pas essayer de tout prévoir à l'avance, parce que c'est pas possible. Le conseil que vous donneriez au plus jeune Xavier Maître qui étudiait à l'ESCP dans les années 2000? Et celui-ci, de se faire confiance, de suivre son instinct et de chercher les bonnes personnes. Il faut chercher des personnes avec lesquelles on a un bon gut feeling, et on se dit que ces personnes-là vont nous aider à progresser, et à la fois professionnellement et humainement. Voilà. Merci Xavier. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers, et à vous abonner à la plateforme TrainingNow si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.